Tu es à une soirée. La musique est forte, les gens rient, il y a des verres sur la table. L'odeur du parfum se mélange à celle de la bière renversée. Les lumières stroboscopiques clignotent en rouge, bleu, vert, créant des ombres qui dansent sur les murs. Tu sens les basses vibrer dans ta poitrine, ce rythme répétitif qui semble se synchroniser avec ton anxiété. Tu la vois de l'autre côté de la pièce. Magnifique, en train de sourire avec ses amis. Elle rejette ses cheveux en arrière quand elle rit. Sa main délicate tient un verre de vin. La façon dont elle incline la tête quand elle écoute. Ton estomac se noue. Ce n'est pas une anxiété ordinaire. C'est ce serrement spécifique que tu ne connais que trop bien. La sensation que tu dois faire quelque chose maintenant, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'un autre mec ne la remarque, avant que l'opportunité ne s'échappe. Tu sors ton téléphone, tu fais semblant de vérifier quelque chose d'important. Tu scrolles vite fait sur Instagram sans rien voir vraiment, juste pour avoir l'air occupé, pour ne pas donner l'impression d'être planté là à la regarder comme un prédateur qui fait ses calculs. Tu attends le bon moment, ce moment magique où elle se retrouve seule pendant 3 secondes, entre 2 conversations. Tu calcules l'angle, l'approche, le timing, comme un stratège militaire planifiant une invasion. Ton cœur s'emballe, tes paumes sont moites. Tu les essuies sur ton jean sans que personne ne le voie. Tu t'approches. Chaque pas semble trop calculé. Tu as même choisi par quel côté passer pour avoir l'air décontracté, comme si tu allais au bar et que tu passais là par hasard. « Hey, tu commences !» La voix un peu enrouée au début, tu te racles la gorge. « Je ne t'ai jamais vu ici. » Elle se retourne. Cette seconde d'évaluation que tu sens dans son regard. Elle te jauge. Elle décide si ça vaut la peine d'être polie ou si elle va être froide pour se débarrasser de toi. « Salut !» répond-elle. Ce sourire poli. Ce sourire que tu as déjà vu 1000 fois. Le sourire qui n'atteint pas les yeux. Tu le sens. Tu sens que le courant ne passe pas. Mais tu ne t'arrêtes pas. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu as déjà trop investi. Tu as traversé la salle. Tu as engagé la conversation. Abandonner maintenant serait admettre une défaite publique. Alors tu fais ce que tu fais toujours. Tu en fais plus. Tu racontes l'anecdote marrante du boulot. Celle qui marche toujours avec tes potes. Mais ici, elle sonne faux. Elle rit, mais c'est ce rire poli. Ce rire d'obligation sociale. Tu lui proposes un verre. « Je peux t'offrir quelque chose. » Elle lève son verre déjà plein. « Ça va aller, merci. » Tu lui poses des questions sur elle, sur ce qu'elle fait, ce qu'elle aime. Et chaque question ressemble à un interrogatoire. Chaque réponse est courte, monosyllabique, construisant un mur entre vous. Tu sens ce que tu en fais trop. Cette sensation physique dans la poitrine. Comme si ton corps hurlait « Arrête, tu as l'air désespéré ». Mais ton esprit n'écoute pas. Ton esprit est en mode survie, mode prouver sa valeur, mode conquérir ou mourir en essayant. C'est comme si s'arrêter revenait à abandonner. S'arrêter, c'était l'échec public. S'arrêter, c'était admettre devant tous ceux qui regardent. Personne ne regarde, mais tu as l'impression qu'ils le font, que tu n'es pas à la hauteur, que tu as essayé et échoué, que tu n'es pas le genre d'homme qu'elle veut. Alors tu continues. Tu poses plus de questions. Tu es là avec quelqu'un? Tu habites dans le coin? Tu fais quoi comme travail déjà? Tu ris plus fort à ces réponses, même quand elles ne sont pas drôles. Ce rire forcé que tu espères confiant mais qui sonne nerveux. Tu te penches vers l'avant pour montrer ton intérêt, mais elle se recule instinctivement, créant une distance physique sans même s'en rendre compte consciemment. Et plus tu essaies, plus elle regarde son téléphone, d'abord du coin de l'œil, puis plus ouvertement. Jusqu'à ce qu'elle ne se cache même plus. Elle sort littéralement son portable de sa poche et vérifie ses notifs comme si tu n'étais pas là. Jusqu'à ce qu'elle dise ça. Cette phrase que tu détestes, que tu as entendue tellement de fois que tu devrais être immunisé, mais tu ne l'es jamais. C'était sympa de discuter. Et elle se tourne déjà. Elle s'éloigne déjà. Elle retourne vers son groupe d'amis de l'autre côté. Tu les vois rire de quelque chose. Et la paranoïa te dit qu'elle rit de toi même si rationnellement tu sais que non. Tu restes là, ton verre à la main. Quand est-ce que tu as pris ce verre? Tu ne te souviens même pas l'avoir pris. La lumière stroboscopique clignote sur ton visage, créant ces arrêts sur image qui rendent tout surréaliste. Le son qui tape dans ta poitrine, ces basses qui semblent maintenant se moquer de toi à chaque battement. Tu ressens ce mélange brutal de honte et de confusion, la chaleur qui monte dans ton cou jusqu'à tes oreilles.
Cette envie de partir immédiatement mais en même temps de rester pour ne pas donner l'impression que tu fuis à cause d'elle. Tu as tout fait comme il fallait. Tu as été poli, intéressé, drôle. Tu as suivi le script que la société t'a vendu sur la façon de séduire. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as fait de mal? Qu'est-ce qui cloche chez toi? Et là, tu regardes dans un coin de la salle. Il y a un autre mec. Il essaie à peine. Adossé au mur, en train de discuter avec deux amis, bière à la main, posture détendue. Il n'est pas en chasse. Il ne calcule pas. Il est simplement là. Et tu la vois se lever de son groupe. Tu la vois marcher vers lui. C'est elle qui s'approche. C'est elle qui engage la conversation. Et lui, il a à peine l'air surpris. Il sourit juste. Il continue de parler avec ses amis. Il l'inclut naturellement, sans effort. Sans performance, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas pourquoi toi tu cours après et lui on lui court après. Pourquoi toi tu essaies et lui il existe. Pourquoi toi tu prouves et lui il est, simplement. Si tu as déjà vécu ça, si tu as déjà senti ce vide dans l'estomac d'en faire trop, alors que d'autres en font moins et obtiennent plus, tu vis le paradoxe le plus cruel de la masculinité moderne. On t'a appris qu'un homme, ça court après. Un homme, ça se bat. Un homme conquiert par l'effort. Tu te lèves à 6 heures du matin, tu vas à la salle, tu bosses tard, tu réponds à tous les messages dans la seconde, toujours disponible, toujours en train d'essayer, toujours en train de prouver ta valeur. Et pourtant, tu vois d'autres hommes qui font la moitié de ce que tu fais, être respectés, désirés, recherchés. Pendant que tu cours après, on leur court après. Pendant que tu chasses, ils sont la proie. Pendant que tu prouves, ils existent simplement. Et ça t'énerve parce que ça défie tout ce qu'on t'a appris sur ce que c'est d'être un homme. Mais et si je te disais qu'il existe une raison psychologique profonde à ce paradoxe? Que les hommes qui ne courent après rien obtiennent tout, non pas par chance, non pas grâce à leur physique, non pas grâce à l'argent, mais parce qu'ils opèrent depuis un lieu intérieur auquel tu n'as jamais eu accès. Un lieu que la société t'a conditionné à ne pas visiter, parce que les hommes complets ne sont pas faciles à contrôler, pas faciles à manipuler, pas faciles à exploiter. Tu n'es pas seul là-dedans. Des millions d'hommes se réveillent chaque jour avec le sentiment qu'ils doivent prouver quelque chose, qu'ils doivent en faire plus, être meilleurs, essayer plus fort. Et plus ils essaient, plus ils se sentent vides, parce qu'ils jouent à un jeu qui a été programmé pour ne jamais avoir de fin. Si tu t'es déjà senti comme ça, à en faire trop pendant que d'autres en font moins et gagnent plus, commente ici « Je cours après ». Parce que quand tu déclares ça publiquement, tu sors le schéma de l'ombre, tu l'admets. Et admettre, c'est la première étape pour changer. Et je vais te montrer exactement pourquoi tu fais ça. Tu es au travail, lundi matin. Réunion importante, cette réunion à laquelle tu penses depuis des semaines. Qui peut changer la direction du projet? Qui peut changer ta position dans l'entreprise? Tu as préparé la présentation toute la semaine. Tu es resté tard vendredi alors que tout le monde était déjà parti. Bureau vide, juste toi et le bourdonnement des néons. Tu t'es levé tôt samedi pour réviser. Petit déjeuner rapide, ordi sur la table de la cuisine, révisant diapo par diapo pendant que le reste du monde dormait encore. Tu as vérifié chaque slide 12 fois. Formatage, couleur, police, grammaire, contenu, flux narratif. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Pas de place pour la critique, ça doit être parfait. Tu as répété devant le miroir de la salle de bain. Testé tes expressions faciales, tes gestes, ou regarder, quand sourire, tu as chronométré le temps. 15 minutes, ça ne peut pas dépasser. Il ne faut pas donner l'impression que tu ne sais pas être concis. Dimanche soir, tu y penses encore. Allongé dans ton lit, regardant le plafond, faisant tourner la présentation dans ta tête. Cette anxiété dans la poitrine qui t'empêche de bien dormir. Lundi matin, tu arrives une demi-heure en avance. Tu testes le matériel. Tu branches l'ordi. Tu testes le projecteur. Tout doit fonctionner. Rien ne peut foirer. Tu entres dans la salle de réunion, ordi sous le bras, fichier prêt, posture droite, épaules en arrière, expression confiante. Même si à l'intérieur, tu es en panique. Les gens entrent, ton patron, les collègues. Ce manager d'un autre département qui pose toujours des questions difficiles. Tu branches le câble. Tu ouvres le fichier. Première diapo. Titre en gras. Ton nom en dessous. Tu commences à présenter. Voix ferme, diction claire, contact visuel distribué dans la salle. Tu as répété ça. Tu sais faire ça.
Mais là, tu le vois, ton patron. Il est sur son téléphone, pas juste un coup d'œil. Il est littéralement en train de scroller, comme si tu n'étais pas là. Comme si tout ton effort, toute ta préparation, tout ton week-end sacrifié ne valait même pas 5 minutes de son attention. Et tu sens ce serrement, cette panique familière qui monte dans la poitrine, cette voix intérieure qui hurle « Tu es en train de les perdre, tu n'es pas assez intéressant, tu n'es pas assez important, fais quelque chose, vite ». Tu parles plus vite, essayant d'arriver à la partie intéressante avant de perdre complètement leur attention. Tu ajoutes une blague qui n'était pas dans le script pour essayer de briser la glace, pour essayer d'engager. Quelques personnes rient poliment. Lui, il continue sur son téléphone. Ta voix monte d'un ton essayant de rivaliser avec sa distraction. Tu gesticules plus. Tu ajoutes de l'emphase là où tu n'avais pas prévu. Tu pointes la diapo avec plus de vigueur, comme si l'énergie physique pouvait compenser le manque d'attention. Tu sens la sueur dans la paume de tes mains, cette humidité inconfortable. Tu l'essuies discrètement sur ton pantalon. La sensation de « je ne suis pas assez bien » grandit comme une vague. Cette vague que tu connais, que tu ressens chaque fois que tu essaies d'impressionner et que tu n'y arrives pas. Alors, tu fais ce que tu fais toujours. Tu en fais plus. Tu passes à la diapo suivante avec le graphique impressionnant. Ce graphique que tu as mis 2 heures à formater. Tu parles plus des chiffres, tu rallonges l'explication. Tu ajoutes du contexte que personne n'a demandé. Données historiques, comparaisons, projections futures, n'importe quoi pour capter l'attention. Et plus tu essaies de capter l'attention, plus les gens regardent leur téléphone. Comme si ton effort était un signe de faiblesse. Comme si en faire trop communiquait que tu n'as pas confiance en ton propre contenu. Plus de gens regardent par la fenêtre. Plus de gens jouent avec leur stylo. Ce clic répétitif qui résonne trop fort dans la salle silencieuse. La réunion se termine. Tu fermes la dernière diapo. Des questions? Silence. Quelqu'un dit « Merci ». Un merci protocolaire, sans enthousiasme, sans feedback, sans reconnaissance, comme si tu avais juste accompli un rituel bureaucratique. Tu débranches le câble. Les mains tremblent légèrement. Tu fermes l'ordi. Tu remercies pour l'attention, même si l'attention est exactement ce que tu n'as pas eu. Tu retournes à ton bureau. Marche après marche. Couloir silencieux. Tu t'assois sur ta chaise. Tu ouvres l'ordi. Et tu restes là à regarder l'écran. Le curseur qui clignote, sentant ce vide. Cette sensation brutale d'avoir donné ton meilleur et pourtant de ne pas avoir été suffisant. De t'être préparé de manière obsessionnelle et d'avoir quand même échoué à les engager. Et la question qui ne te sort pas de la tête, qu'est-ce qui cloche chez moi? Et tu fais ça partout. Dans tes relations, quand elle met du temps à répondre, tu envoies 2, 3, 4 messages. Tu as besoin de savoir que tout va bien. Tu as besoin de confirmer qu'elle tient encore à toi. En amitié, c'est toujours toi qui appelles, toujours toi qui organise, toujours toi qui demande comment s'est passée la journée. Et quand tu n'appelles pas pendant une journée, personne ne te cherche. Au travail, tu en fais toujours plus, toujours disponible, toujours le premier arrivé et le dernier parti, toujours en train d'essayer de prouver que tu mérites d'être là. Et pourtant, la promotion va à un autre, la reconnaissance va à un autre, l'attention va à un autre. Tu commences à penser que le problème, c'est toi, que tu dois essayer plus fort, être meilleur, faire différemment. Mais ce n'est pas ça. Le problème n'est pas que tu n'essaies pas assez. Le problème, c'est que tu essaies. Et ça communique quelque chose que tu ne te rends même pas compte de communiquer. D'où diable vient ce schéma de toujours courir après les choses? Laisse-moi te montrer le moment exact. Tu as 8 ans. C'est samedi après-midi, week-end. Ton père est dans le salon en train de regarder le foot. Tu entends les cris du commentateur, ses commentaires à lui devant la télé. Tu es dans ta chambre. Tu as dessiné quelque chose à l'école. Une maison, un arbre, un soleil dans le coin. Tu as utilisé toutes les couleurs de ta trousse. Tu es fier. Tu veux lui montrer. Tu plies le papier avec soin. Tu sors de la chambre. Tu descends les escaliers. Ton cœur bat la chamade. Cette excitation d'enfant. Tu entres dans le salon. Il est sur le canapé. Bière sur la table basse. Les yeux rivés sur la télé. Tu t'approches. Papier à la main. Tu t'arrêtes à côté de lui. « Papa, regarde ce que j'ai fait. » Il ne quitte pas la télé des yeux. Il lève la main dans un geste d'attente. « Plus tard, fils, le match est bon. » Tu restes là, debout, tenant ton dessin. La lumière de la télé se reflète sur ton visage.
Tu attends qu'il regarde. Tu comptes jusqu'à 10 dans ta tête, tu réessaies. Ta voix sort plus basse maintenant, plus hésitante. Papa, mais je l'ai fait pour toi. J'ai dit plus tard. Le ton est sec maintenant, irrité. Ce ton que tu connais. Ce ton qui signifie « arrête de me déranger ». Tu retournes dans ta chambre, marche après marche, papier froissé dans la main maintenant. Tu t'assois sur le lit, tu regardes le dessin et tu sens ce vide dans la poitrine, ce trou que tu n'as pas encore de nom pour décrire. Tu as 8 ans. Tu ne comprends pas le rejet. Tu ne comprends pas que l'absence émotionnelle de ton père n'a rien à voir avec toi. Tu ressens juste la douleur. Et tu crées une histoire pour expliquer la douleur. Et l'histoire, c'est « je ne suis pas assez important ». Si j'avais fait un meilleur dessin, si j'avais attendu le bon moment, si je m'étais montré plus digne de son attention, il m'aurait regardé. Et à ce moment-là, sans que tu le saches, un programme s'installe. Un code qui va tourner pour le reste de ta vie. L'amour n'est pas donné. L'amour se conquiert. L'attention n'est pas un droit. L'attention se mérite. La valeur n'est pas intrinsèque. La valeur se prouve. Et ce programme tourne silencieusement. Pendant des années, pendant des décennies, tu ne sais même pas qu'il est là. Il devient une partie de qui tu es, une partie de ton identité. Tu penses que c'est juste ta façon d'être, juste ta personnalité, juste celui que tu es né pour être. Mais ce n'est pas le cas. C'est de la programmation, c'est du conditionnement. C'est une blessure qui est devenue une stratégie de survie. Tu as 12 ans maintenant, exposé à l'école. Tu as préparé un panneau sur le système solaire. Tu as passé tout ton dimanche à dessiner les planètes, à peindre, à découper des étoiles en papier doré. Tu es nerveux, les mains moites tenant le panneau. Tu présentes. Tu parles de Jupiter, des anneaux de Saturne, de la distance du Soleil. Quand tu finis, tu regardes le prof en attendant quelque chose, un compliment, une reconnaissance, un signe que tu as bien fait. Il dit « au suivant ». Quand il appelle un autre élève, tu t'assois, panneau froissé sous le bureau, et tu ressens ça de nouveau, ce vide, cette sensation de ne pas être assez. Et tu penses « j'aurais dû faire mieux, j'aurais dû mettre plus d'infos, j'aurais dû plus répéter mon texte ». Tu as 16 ans, premier boulot, magasin de vêtements au centre commercial. Ton manager te montre comment plier les t-shirts, comment organiser par taille, comment aborder les clients. Tu veux impressionner, tu veux prouver que tu mérites d'être là. Alors tu arrives une demi-heure en avance. Tu restes une demi-heure après la fin de ton service. Tu organises tout le rayon sans qu'on te le demande. Et à la fin du mois, un autre employé, qui fait à peine le minimum, reçoit les éloges. Et toi? Rien. Comme si ton effort était invisible, comme si tout ce que tu faisais était attendu et non exceptionnel. Et ça confirme le truc, tu dois en faire plus, essayer plus fort, prouver avec plus d'intensité. Tu as 22 ans, première copine sérieuse, tu fais tout comme dans les livres, tu envoies bonjour tous les jours, tu demandes comment s'est passé le boulot, tu planifies les rendez-vous, tu te souviens des dates importantes, tu donnes de l'attention, de la présence, de l'effort. Et elle se refroidit. Message plus court, réponse plus lente, jusqu'à ce qu'elle rompe. Et elle dit « Tu es sympa, mais tu es trop intense. Et tu ne comprends pas. Tu as tout fait bien. Tu as tout donné. Comment ça peut être trop? Comment l'amour peut être trop intense? Mais tous ces moments, toutes ces expériences ne font que renforcer le programme, ne font que confirmer la croyance installée quand tu avais 8 ans. Tu n'es pas assez bien comme tu es. Tu dois en faire plus, être meilleur, essayer plus fort. Et si tu échoues, c'est parce que tu n'as pas assez essayé. Et tu emmènes ça dans ta vie adulte. Tu emmènes ce petit garçon de 8 ans à la soirée, à la réunion, dans ta relation, à l'entretien d'embauche, dans le premier message sur l'appli de rencontre. Et chaque fois que tu cours après la validation, chaque fois que tu en fais trop, chaque fois que tu n'arrives pas à simplement exister sans prouver, c'est ce petit garçon qui essaye de faire en sorte que son père arrête de regarder le match pour le regarder lui. C'est ce petit garçon tenant son dessin, attendant d'être vu, attendant d'être assez important pour que quelqu'un arrête ce qu'il fait et dise « tu comptes ». Et voici la partie que personne ne t'a expliquée. Tu ne cours pas après les choses par ambition. Tu cours après parce que tu as été conditionné à croire que l'amour, le respect et la valeur sont rares, que tu dois te battre pour les avoir,
que si tu ne prouves pas constamment que tu mérites, tu vas perdre. Et ce n'est pas de la théorie abstraite. Il y a une raison psychologique concrète à cela. Quand un enfant apprend que l'attention et la validation ne viennent qu'après avoir prouvé sa valeur, le cerveau crée un programme, un algorithme de survie. Je ne suis pas assez bien comme je suis. Je dois faire quelque chose pour mériter. Et ce programme ne disparaît pas à l'âge adulte. Il change juste de forme. Tu arrêtes de courir après le regard de papa et tu commences à courir après le like. Le match, la promotion, le « je t'aime » de ta partenaire, la reconnaissance du patron. Et plus tu cours après, plus tu renforces le programme, plus tu te confirmes à toi-même que ta valeur dépend de la validation extérieure. Pense à la dernière fois que tu as envoyé un message important et que tu es resté à vérifier ton téléphone en attendant la réponse. Cette anxiété dans la poitrine. Tu es au boulot mais le téléphone est sur le bureau, écran vers le haut. Chaque notification fait bondir ton cœur. Tu prends le portable. C'est un mail de pub. Tu le reposes. 2 minutes plus tard, tu le reprends. Tu ouvres WhatsApp. Vu. Elle a vu il y a 20 minutes. Elle est en ligne maintenant. Mais elle n'a pas répondu. Et ton esprit s'emballe. Elle est occupée. Elle ne sait pas quoi répondre. Elle m'ignore. Elle s'en fiche. Et ce nœud dans l'estomac chaque fois que l'écran s'allume et que ce n'est pas elle. Tu vois la notif de la banque, du groupe de famille, du pote qui envoie un mème. Mais ce n'est pas elle. Et chaque notification qui n'est pas elle confirme. Tu n'es pas une priorité. Tu essaies de te concentrer sur le boulot. Tu regardes l'écran de l'ordi. Tu lis le même paragraphe 3 fois sans rien imprimer. Parce que ton esprit est dans une boucle. J'ai dit un truc qu'il fallait pas. Le message était clair. J'aurais dû utiliser un autre emoji. J'aurais dû attendre plus avant d'envoyer. J'aurais dû être plus décontracté, moins intense. Et tu reprends le téléphone. Toujours rien. En ligne, il y a 1 minute. Et tu sais, rationnellement, qu'elle vit sa vie. Elle bosse, elle parle à quelqu'un, elle fait n'importe quoi que les gens font. Mais émotionnellement, tu as l'impression d'être activement rejeté. Ce n'est pas à propos du message. Ce n'est pas à propos du contenu. Tu ne te souviens même plus de ce que tu as demandé. C'est à propos de la validation. Est-ce que je suis assez important pour qu'elle réponde vite? Est-ce que je compte assez pour qu'elle arrête ce qu'elle fait et me donne de l'attention? Est-ce que mon existence a assez de poids pour générer une réponse immédiate? Et plus tu cours après la réponse mentalement, plus tu deviens anxieux parce que tu opères depuis la pénurie. Tu communiques à l'univers et à elle que tu as besoin de cette validation pour te sentir entier. Et quand elle répond enfin, 3 heures plus tard, avec un simple « désolé, j'étais occupé », tu sens le soulagement. Ce soulagement physique. Comme si tu avais retenu ta respiration pendant 3 heures et que tu pouvais enfin expirer. Mais le soulagement dure quelques secondes, parce que bientôt vient le prochain message, et le cycle recommence. Et tu ne te rends même pas compte que tu vis comme ça, à vérifier, à attendre, à avoir besoin, dans une dépendance émotionnelle déguisée en intérêt romantique. Et ce n'était pas ta faute. J'ai besoin que tu comprennes ça avant qu'on continue. Cet enfant qui a appris qu'il devait courir après pour être aimé, il n'avait pas le choix. Il faisait de son mieux avec les outils qu'il avait. Un garçon de 8 ans ne peut pas comprendre que l'absence de son père n'a rien à voir avec sa valeur à lui. Il sent juste la douleur du rejet et crée une stratégie de survie. Si je prouve plus, si je suis meilleur, si j'en fais plus, il me verra. Et cette stratégie a suffisamment fonctionné pour t'amener jusqu'ici. Elle t'a maintenu dans l'essai, elle t'a gardé en vie, elle t'a maintenu à chercher la connexion même quand la connexion faisait mal. Alors avant de te blâmer d'avoir couru après la validation pendant des années, de t'être épuisé à essayer de prouver ta valeur, d'avoir accepté des miettes d'attention alors que tu donnais des banquets d'efforts, j'ai besoin que tu regardes ce petit garçon avec compassion. Il n'avait pas tort, il était blessé. Et les hommes blessés ne sont pas faibles. Les hommes blessés sont des survivants. Ils développent des stratégies incroyables pour continuer à fonctionner même avec la poitrine ouverte. Le problème n'est pas que tu as développé ce schéma. Le problème, c'est que personne ne t'a jamais appris que tu pouvais arrêter, que tu pouvais te reposer, que tu as toujours été suffisant, même quand personne ne regardait pour le confirmer. Ce n'était pas ta faute. Tu avais 8 ans. Tu essayais de survivre dans un environnement émotionnel qui ne te voyait pas. Et tu as survécu. Tu es arrivé jusqu'ici. Et maintenant que tu sais d'où vient ce schéma,
Tu peux choisir différemment. Pas parce que tu avais tort avant, mais parce que tu es prêt maintenant. Prêt à voir ce que ce schéma fait de toi aujourd'hui. Si tu es prêt à arrêter de prouver et à commencer à exister, mets dans les commentaires « Je mérite sans prouver ». Ce n'est pas une affirmation vide, c'est de la reprogrammation. Chaque fois que tu déclares ça, tu réécris le code qui a été installé quand tu avais 8 ans. Tu dis à ce petit garçon « Maintenant je te protège, maintenant je te valide » et tu n'as plus besoin de supplier. Maintenant que tu sais quand tu as appris ça, tu dois voir ce que ce schéma fait de toi aujourd'hui. Et ça va faire mal, parce que tu vas te reconnaître dans des endroits que tu n'avais jamais imaginés. Les hommes qui ne courent après rien ne sont pas plus attirants parce qu'ils sont beaux, riches ou spéciaux. Ils sont attirants parce qu'ils ont déjà résolu intérieurement la blessure que tu cherches encore à guérir extérieurement. Et voici exactement pourquoi ça arrive. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, appelait ça l'intégration de l'ombre. L'ombre est tout ce que tu rejettes en toi-même, tout ce que tu pousses sous le tapis de la conscience, y compris le besoin de validation. Jung a étudié pendant 40 ans des hommes qui passaient leur vie entière à construire des masques. Le masque de l'homme qui réussit, le masque de l'homme confiant, le masque de l'homme qui n'a besoin de rien ni de personne. Et sous ces masques, il a trouvé la même chose chez tous. Un petit garçon blessé qui ne s'est jamais senti suffisant. Un garçon qui a appris qu'il devait performer pour être aimé, qu'il devait conquérir pour avoir de la valeur, qu'il devait prouver constamment qu'il méritait d'exister. Et ces hommes dépensaient une énergie absurde à maintenir le masque en place, parce que reconnaître la blessure serait admettre la faiblesse. Et les hommes ne peuvent pas être faibles. Les hommes ne peuvent pas avoir de besoin. Les hommes ne peuvent pas être vulnérables. Alors ils poussent tout ça dans l'ombre. Et l'ombre grandit. Et plus elle grandit, plus elle te contrôle de façon que tu ne remarques pas. Quand tu cours après les choses, tu projettes ton ombre. Tu dis sans mots. J'ai besoin que tu me dises que j'ai de la valeur parce que je n'arrive pas à le sentir tout seul. J'ai besoin que tu confirmes mon existence parce que je n'ai pas confiance que j'existe sans témoin. J'ai besoin de ton attention parce que sans elle, je me sens invisible. J'ai besoin de ta réponse parce que seul je me sens vide. Et les gens le sentent. Les gens sentent quand tu as besoin d'eux versus quand tu as envie d'eux. Le besoin étouffe, l'envie respire, le besoin vient du vide, l'envie vient de la plénitude. Et tout être humain s'éloigne instinctivement du vide et gravite vers la plénitude. Jung disait que l'intégration de l'ombre n'est pas nier le besoin. Ce n'est pas faire semblant d'être trop fort pour avoir besoin de quelqu'un. Ça, c'est juste un autre masque, une autre forme de rejet. L'intégration, c'est regarder le besoin, le reconnaître, le ressentir complètement, et ensuite choisir de ne pas agir en fonction de lui. C'est dire « Oui, je ressens le besoin de validation. Oui, je veux qu'on me voie. Oui, je veux compter. Et c'est humain. Et c'est OK. Et je ne vais pas courir après cette validation dehors parce que je peux me la donner dedans. » Les hommes qui ne courent après rien ont fait le travail interne de devenir la source de leur propre validation. Ils n'ont pas besoin que tu répondes vite parce que leur paix ne dépend pas de ta réponse. Ils n'ont pas besoin de la promotion pour savoir qu'ils sont compétents. Ils n'ont pas besoin du like pour savoir qu'ils comptent. Et ça, cette indépendance émotionnelle, c'est du magnétisme pur. Parce que les gens sentent. Les gens sentent la différence entre quelqu'un qui te veut et quelqu'un qui a besoin de toi. Tu as déjà remarqué comme les gens désespérés d'avoir une relation n'en trouvent jamais? Ce mec qui cherche toujours sur l'appli, toujours en train d'essayer de forcer la connexion. Il n'a jamais personne pour de vrai. Et les gens qui sont bien seuls ont toujours des options? Ce mec qui cherche à peine, qui est concentré sur sa vie, qui est entier tout seul. Les gens gravitent vers lui. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'énergie. Le désespoir repousse, la plénitude attire. Quand tu cours après, tu transmets la pénurie. Tu transmets « J'ai besoin de toi pour me compléter. Je ne suis pas entier tout seul. Je dépends de ta validation pour me sentir valeureux. » Et personne ne veut être responsable de la complétude d'une autre personne. C'est trop lourd. C'est épuisant. C'est une pression que personne n'a demandé à porter. Mais quand tu ne cours pas après, tu transmets l'abondance. Tu transmets « Ce serait cool de t'avoir dans ma vie, mais je suis entier avec ou sans toi. J'ai envie de toi, mais je n'ai pas besoin de toi pour exister. » Et paradoxalement,
C'est ce qui donne envie aux gens de rester. Parce qu'ils sentent qu'ils peuvent partir à tout moment et que tu continueras d'être toi. Et ça, c'est la liberté. Et la liberté est ce que tout le monde recherche inconsciemment. Jung a passé 40 ans à étudier pourquoi les hommes deviennent des ombres d'eux-mêmes en essayant de plaire. Pourquoi les hommes abandonnent leur propre essence pour rentrer dans des attentes extérieures. Et il a découvert quelque chose de fondamental. Plus tu rejettes ton besoin de validation, en faisant semblant de ne pas t'en soucier alors qu'intérieurement tu t'en soucies beaucoup, plus il te contrôle. L'intégration n'est pas faire semblant de n'avoir besoin de rien. Ce n'est pas développer une carapace dure et devenir émotionnellement indisponible. C'est reconnaître le besoin, le regarder avec compassion, le guérir intérieurement, et ensuite cesser d'en dépendre extérieurement. Mais il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Quelque chose qui va te faire voir tout le schéma de ta vie d'une façon différente. Et ce n'est même pas la partie la plus perturbante. Tu es à la même soirée, 6 mois après cette conversation qui n'a rien donné. Tu reviens chercher un truc que tu as oublié. Tu entres, musique, gens, verre, tu la revois. Elle discute avec quelqu'un. Et pour la première fois, tu ne ressens rien. Tu ne sens pas ce nœud dans l'estomac. Tu ne sens pas le besoin de t'approcher. Tu ne sens pas que tu dois prouver que tu es intéressant. Tu la vois simplement comme une personne, pas comme une validation, pas comme une preuve de valeur, pas comme un objectif à conquérir, juste une personne. Et tu continues de marcher. Tu prends ce que tu as oublié, et quand tu sors, elle te voit, elle s'arrête, elle te reconnaît, et elle vient vers toi. « Hey, tu n'étais pas à cette soirée l'autre jour ?» Vous discutez, naturel, sans script, sans effort, sans calculer chaque mot pour impressionner. Tu es simplement présent. Et la conversation coule. Elle rit. Tu ris, et quand tu dis au revoir, elle demande « On devrait se faire un truc ». Tu souris. Ce serait sympa. Et tu t'en vas. Sans prendre son numéro, sans insister, sans courir après. Et tu sais ce qui se passe? 3 jours plus tard, elle te trouve sur les réseaux. Elle t'envoie un message. Et tu réalises, tu n'essayais pas. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Mais laisse-moi te montrer ce que tu faisais avant pour que tu comprennes le contraste. Tu es à la même réunion de travail, cette présentation que tu as trop préparée. Tu présentes. Ton patron est sur son téléphone. Et pour la première fois, tu t'arrêtes. Tu arrêtes littéralement de parler. Silence. 3 secondes de silence. Il lève les yeux. Pardon, vous pouvez continuer. Et tu réalises. Tu as passé des années à essayer de forcer l'attention, alors que la solution était simplement de s'arrêter et de laisser le silence faire le travail. Tu termines la présentation, sans rallonger, sans ajouter d'infos inutiles, sans essayer de remplir chaque seconde avec une preuve de compétence. Tu fermes la dernière diapo. C'est tout. Des questions? Ton patron regarde. Bon travail. Et pour la première fois depuis des années, tu le crois. Parce que tu n'étais pas en train de supplier pour de la validation. Tu présentais simplement de l'information. Et soudain tu te vois. Tu vois le schéma, tu vois que tu fais ça partout. Dans ta relation, tu réalises que tu envoies 5 messages pour un des siens. Tu réalises que c'est toujours toi qui lance la conversation. Toujours toi qui demande comment s'est passée la journée. Toujours toi qui essaie de maintenir la connexion vivante. Et elle répond juste. Elle n'initie jamais. Elle ne cherche jamais. Parce que tu ne lui as jamais laissé l'espace de ressentir ton manque. Tu étais toujours là, toujours disponible, toujours en train de prouver que tu tiens à elle. En amitié, tu vois que c'est toujours toi qui appelles, toujours toi qui organise, toujours toi qui te souviens des anniversaires. Et quand tu arrêtes pendant une semaine, personne ne te cherche, parce que tu as conditionné les gens à te prendre pour acquis. Tu es devenu le mec qui est toujours là. Et les gens ne valorisent pas ce qui est toujours disponible. Les gens valorisent ce qui est rare. Et voici la vérité que personne n'a le courage de te dire. La société t'a appris que courir après, c'est de l'ambition, alors qu'en vrai, courir après est la preuve la plus claire que tu ne crois pas que tu mérites. Réfléchis bien. Réfléchis vraiment. Si tu croyais vraiment que tu avais de la valeur, tu n'aurais pas besoin de prouver. Tu ne te lèverais pas à 5 heures du matin pour poster du contenu, pour essayer de prouver ton expertise. Tu ne resterais pas jusqu'à minuit à répondre à des mails pour essayer de prouver ton dévouement. Tu n'enverrais pas le 10e message à la personne qui ne te répond pas pour essayer de prouver que tu comptes.
Si tu connaissais ta valeur, tu existerais simplement et tu aurais confiance que les bonnes personnes vont le reconnaître. Tu ferais ton travail bien fait et tu aurais confiance que ça suffit. Tu serais authentique et tu aurais confiance que ceux qui résonnent avec ça restent. Tu vivrais ta vie et tu aurais confiance que les bonnes opportunités apparaissent. Mais on t'a appris l'opposé. On t'a appris que l'homme court après, l'homme conquiert, l'homme se bat, l'homme n'abandonne pas. Que abandonner, c'est de la faiblesse. Que s'arrêter d'essayer, c'est de la paresse. Que accepter, c'est une résignation lâche. Et ça sonne inspirant. Ça sonne comme un discours de motivation, mais c'est un mensonge stratégique. Parce que réfléchis. Qui profite du fait que tu cours après? Le système capitaliste qui te paie le SMIC mais te convainc que si tu travailles plus dur, si tu prouves ta valeur, tu vas monter. Et tu restes là, à donner 150%, à gagner 70%, à attendre une reconnaissance qui ne vient jamais. L'industrie des relations qui te vend des cours de séduction, des techniques de conquête, des stratégies pour qu'elle t'aime bien. Comme si l'amour était une guerre et que tu avais besoin de tactique. Les réseaux sociaux qui te font poster, à essayer de prouver ta pertinence, accumulant des abonnés comme si ça validait ton existence. Les hommes qui connaissent leurs valeurs ne sont pas faciles à exploiter. Ils ne travaillent pas jusqu'à la mort pour des miettes de reconnaissance parce qu'ils savent que leur valeur ne vient pas du travail. Ils n'acceptent pas des relations médiocres par peur d'être seuls parce qu'ils sont bien seuls. Ils ne courent pas après l'approbation de systèmes qui ne les servent pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'approbation systémique pour savoir qu'ils sont suffisants. Alors on te convainc que courir après est une vertu pour te maintenir en train de courir sur un tapis roulant infini de « jamais assez », pour te maintenir en train de produire, consommer, chercher, toujours chercher, sans jamais trouver. Toute la pub, tous les films, toute la musique romantique te vendent l'idée que l'amour est une lutte. Si tu aimes vraiment, tu cours après. Tu n'abandonnes pas. Tu prouves. Tu te bats pour la personne. Tu fais de grands gestes. Tu montres par des actions. Et tu achètes ça. Tu cours après la fille qui ne veut pas de toi. Tu envoies message sur message à celle qui te laisse en vue. Tu cours après le boulot qui t'exploite. Tu restes tard à faire du travail que personne ne va reconnaître. Tu cours après des amis qui n'apparaissent que quand ils ont besoin de quelque chose. Et tu appelles ça de la loyauté, de l'effort, du caractère. Alors qu'en vrai, c'est de l'auto-abandon. C'est toi qui dis « j'accepte les miettes parce que je ne crois pas que je mérite le plat entier ». Tu ne cours pas après parce que tu es fort. Tu cours après parce que tu as peur que si tu t'arrêtes, personne ne va te choisir. Et cette peur te coûte la seule chose que tu cherches, être choisi pour de vrai. Si cette vidéo te fait voir des choses sur toi-même que personne n'a jamais expliquées, lâche un like maintenant. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est parce que ce contenu doit arriver à tous les hommes qui sont encore coincés dans ce piège. Si tu n'aides pas à répandre ça, un autre mec va continuer à se lever à 6 heures du matin, à travailler tard, à essayer de prouver et à se demander pourquoi il n'est jamais assez. Tu peux changer ça. Et voici ce que tu fais maintenant avec cette vérité. Parce que comprendre n'est que la première étape. Tu as besoin d'un chemin. Quand tu arrêtes de courir après les choses, tu ne perds pas d'opportunités. Tu filtres. Et ce qui reste est ce qui aurait toujours dû rester. Et voici exactement pourquoi ça marche. Courir après attire des personnes et des situations qui ne restent que pour ton effort. Pense à ça. Quand c'est toujours toi qui cours après, tu crées une dynamique où l'autre personne n'a rien besoin de faire. Elle a juste besoin d'exister, et tu fais tout le travail de maintenir la relation vivante. Et quand tu arrêtes de courir après, ces personnes partent. Et ça fait mal au début, parce qu'on dirait que tu perds. On dirait que ta vie se vide. Mais tu ne perds pas, tu nettoies. Tu crées un espace vide là où avant il y avait des gens qui ne te méritaient pas. Tu ouvres de l'espace pour ce qui n'a pas besoin d'être forcé, pour des relations où il y a de la réciprocité, pour des boulots où ta valeur est reconnue sans que tu aies besoin de supplier, pour des amitiés où il y a de l'équilibre. Quand tu arrêtes d'être le seul qui envoie toujours le message en premier, certains amis disparaissent et tu découvres la vérité. Ce n'étaient jamais des amis. C'étaient des gens qui utilisaient ta disponibilité, qui t'avaient comme option de secours quand ils s'ennuyaient, qui apparaissaient quand ils avaient besoin de quelque chose et disparaissaient quand toi tu avais besoin. Et tant que tu courais après, tu ne voyais pas ça. Tu appelais ça de l'amitié. Mais quand tu arrêtes, quand tu deviens indisponible, ils montrent qui ils ont toujours été.
Quand tu arrêtes d'accepter n'importe quelle relation par peur de la solitude, certaines partenaires partent et tu découvres. Elles étaient là pour ta poursuite, pas pour toi. Elles aimaient être poursuivies. Elles aimaient l'attention constante. Elles aimaient avoir quelqu'un toujours disponible, toujours à essayer de plaire, toujours à faire des efforts. Mais elles ne t'aimaient pas toi. Et la preuve est simple. Quand tu arrêtes de faire des efforts, elles ne restent pas. Et ça fait mal. Ça fait mal de voir des gens partir. Ça fait mal de réaliser que plein de gens qui comptaient pour toi étaient juste là pour ce que tu donnais, pas pour qui tu es. Mais de l'autre côté de cette douleur, quelque chose arrive. Arrivent des gens qui te choisissent, qui apparaissent sans que tu aies besoin d'appeler, qui engagent la conversation, qui demandent comment tu vas, qui restent sans que tu aies besoin de convaincre. Et là, tu comprends la différence. Tu n'attirais pas mal, tu étais mal, tu étais le poursuivant. Et quand tu deviens entier, quand tu arrêtes de courir après et que tu commences à exister, tu attires en étant entier. Voici le processus pratique. Et ce n'est pas du jour au lendemain. Ce n'est pas magique. C'est du travail. Travail interne, silencieux, que personne ne verra, mais tu sentiras chaque étape. Premièrement, tu arrêtes d'initier. Partout. Et ça va être effrayant, parce qu'arrêter d'initier ressemble à arrêter d'exister quand tu as passé ta vie entière à croire que ton existence dépend de ton effort. Dans la relation, tu arrêtes d'être toujours celui qui envoie le message. Et le premier jour est une agonie. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu ouvres WhatsApp par instinct. Tes doigts sont déjà en train de taper « Bonjour » avant que tu ne le traites consciemment. Tu t'arrêtes, tu effaces, tu reposes le téléphone et tu sens cette anxiété monter. Et si elle croit que je m'en fous? Et si elle interprète mal? Et si ça finit tout? Mais tu respires, tu te concentres, tu vas vivre ta journée. Midi. Aucun message d'elle. Tu vérifies 3 fois pour être sûr. Rien. Ce nœud dans l'estomac. Cette voix dans ta tête qui dit « Tu as vu, tu as arrêté d'essayer et elle a disparu. Tu n'es pas assez important pour qu'elle te cherche. » Mais tu tiens bon. Tu laisses le téléphone dans le tiroir, tu bosses, tu déjeunes, tu reviens. Toujours rien. Fin de journée. Tu es dans les bouchons, téléphone sur les genoux. La tentation d'envoyer un message est physique. Tes doigts te démangent. Ton esprit crée des excuses. Je vais juste demander comment s'est passée la journée. C'est de la politesse de base. Ce n'est pas courir après, c'est s'intéresser. Mais tu connais la vérité. Tu sais que tu veux envoyer le message non pas parce que tu t'intéresses à la réponse, mais parce que tu as besoin de la confirmation qu'elle est toujours là, que tu comptes toujours. Tu n'en vois pas. Et tu vas dormir ce soir-là en sentant ce vide. Cette sensation d'avoir perdu quelque chose, mais aussi, bizarrement, un peu de fierté. Tu as résisté, tu n'as pas couru après. Et le lendemain, elle envoie un message. « Bonjour, comment tu vas ?» Et tu réalises, elle est apparue. Pas parce que tu as forcé, mais parce que tu as laissé de l'espace. Tu as créé un vide, et elle l'a rempli. En amitié, tu arrêtes d'être toujours celui qui appelle. Ce pote que tu cherches toujours, que tu invites toujours, à qui tu demandes toujours comment ça va. Tu arrêtes. 1 semaine passe. Silence. 2 semaines. Rien. 3 semaines. Et tu confirmes. Ce n'était pas de l'amitié. C'était toi qui faisais un travail émotionnel unilatéral. C'était toi qui maintenais la connexion vivante tout seul. Et ça fait mal. Ça fait mal de réaliser que quelqu'un que tu considérais proche n'a même pas remarqué ton absence. Mais c'est nécessaire, parce que tu nettoies l'espace. Tu crées du vide là où avant, il y avait des gens qui ne te méritaient pas. Au travail, tu arrêtes d'en faire plus que ce qui est convenu. Tu arrives à l'heure. Tu fais ton travail avec excellence, mais sans extrapoler. Tu pars à l'heure. Et le premier jour, tu te sens coupable. Comme si tu volais. Comme si faire juste ce qui a été convenu, c'était en faire moins. Parce que tu as été conditionné à croire que faire le minimum, c'est de la paresse. Mais faire le minimum n'est pas de la paresse, quand le minimum, c'est de bien faire ce qui a été accordé. Et tu observes. Tu observes qui apparaît quand tu arrêtes de courir après. Et la majorité ne va pas apparaître. Ce pote que tu cherchais toujours, disparu. Cette personne avec qui tu croyais avoir une connexion, envolée. Ce patron que tu croyais qui te valorisait, n'a pas noté de différence. Et ça va confirmer ce que tu soupçonnais déjà mais que tu avais peur de tester. Ils étaient là pour ton effort, pas pour une connexion réelle.
Pas pour qui tu es, mais pour ce que tu faisais. Deuxièmement, tu apprends à être à l'aise dans le silence, dans le vide, dans cet espace vide qui avant te terrorisait. Parce que la peur du vide est ce qui te faisait courir après. C'est vendredi soir. Tu es chez toi seul. Avant, cette situation t'aurait rendu désespéré. Tu enverrais des messages dans 5 groupes différents. Tu appellerais 3 potes. Tu scrollerais sur les applis de rencontres jusqu'à avoir mal aux doigts. N'importe quoi pour remplir le vide. N'importe quoi pour ne pas sentir la solitude. Mais maintenant tu t'arrêtes. Tu t'assois sur le canapé. Silence complet. Juste le bruit de l'horloge au mur. Et cette anxiété monte. Cet inconfort physique. Tes doigts vont instinctivement vers ta poche chercher le téléphone. Tu t'arrêtes au milieu du mouvement. Tu respires à fond. Tu laisses le téléphone où il est et tu restes là, dans l'inconfort, dans le silence. Et c'est l'agonie les 10 premières minutes. Ton esprit s'emballe. Tu devrais faire quelque chose. Tu devrais être productif. Tu devrais socialiser. Tu gâches ta soirée. Tout le monde s'amuse. Et toi, tu es là tout seul comme un loser. Mais tu respires. Tu te concentres sur la respiration. Et après 20 minutes, quelque chose change. L'inconfort diminue. Il ne disparaît pas, mais il devient tolérable. Et tu réalises, le silence n'est pas une menace. C'est juste du silence. La solitude n'est pas un rejet. C'est juste être seul. Et être seul ne signifie pas que tu as été abandonné. Ça signifie que tu es avec toi-même. Et pour la première fois depuis des années, tu t'autorises ça. Tu t'autorises simplement à exister, sans remplir chaque seconde avec du stimulus, sans avoir besoin de validation externe pour confirmer que ta soirée a de la valeur. Tu lis un livre, tu regardes un truc que tu as vraiment envie de voir, tu cuisines un truc que tu aimes, et tu vas dormir non pas avec ce vide d'avant, mais avec une paix étrange. La paix de celui qui a choisi de rester avec lui-même au lieu de se fuir. Tu envoyais des messages non pas parce que tu avais quelque chose à dire, mais parce que le silence te rendait anxieux. Comme si ne pas parler signifiait ne pas exister. Comme si ne pas avoir de réponse signifiait ne pas compter. Tu appelais non pas parce que tu voulais discuter, mais parce que l'absence de contact te faisait te sentir invisible, comme si tu n'existais que quand tu étais témoigné par d'autres. Quand tu apprends à rester dans le vide sans remplir, quand tu apprends que tu peux exister sans témoin, tu brises le schéma. Tu deviens entier tout seul. Et là, paradoxalement, les gens veulent être près de toi, parce que l'entier attire. Troisièmement, tu développes la validation interne. Et ça, c'est le travail le plus difficile, parce que pendant des années, tu as cherché dehors. Tu as cherché dans le like, dans le match, dans la réponse rapide, dans l'éloge du patron, dans le « je t'aime » de la partenaire. Et maintenant, tu dois trouver ça dedans. Et comment tu fais ça? Comment tu deviens la source de ta propre validation quand tu as passé des décennies à sous-traiter ça? Tu commences petit. Tu finis un projet au travail. Avant, tu enverrais une capture d'écran dans le groupe. Tu raconterais à tout le monde. Tu chercherais la reconnaissance externe pour confirmer que c'était bien. Maintenant, tu t'arrêtes. Tu fermes l'ordi et tu te dis à toi-même « j'ai bien géré ». Pas comme une affirmation vide, mais comme une reconnaissance authentique. Tu regardes le travail et tu vois la qualité. Et tu t'autorises à ressentir de la fierté intérieurement. Sans public, sans témoin. Juste toi reconnaissant toi. Et c'est bizarre au début, parce que ça ressemble à de la masturbation émotionnelle. Ça ressemble à de l'arrogance. On t'a appris que reconnaître sa propre valeur, c'est de l'ego, de la superbe, un manque d'humilité. Mais l'humilité n'est pas se diminuer. L'humilité, c'est voir les choses comme elles sont. Et si tu as bien fait quelque chose, le reconnaître n'est pas de l'arrogance, c'est de la précision. Tu vas à la salle. Avant, tu prenais une photo de l'entraînement. Tu postais en story. Tu attendais les likes pour confirmer que tu progresses. Maintenant, tu t'entraînes. Tu termines. Tu prends ta douche. Et dans le miroir, tu vois la définition qui n'était pas là il y a 3 mois. Tu sens la force que tu n'avais pas avant. Et tu reconnais ça. Sans poster, sans validation externe. Juste toi sachant que tu évolues. Tu cuisines quelque chose de nouveau. C'est bon. Avant, tu prendrais une photo, tu l'enverrais dans le groupe, tu attendrais les éloges. Maintenant, tu manges. Tu apprécies le goût. Et tu sens la satisfaction. La satisfaction d'avoir créé quelque chose, d'avoir essayé et réussi. Et ça suffit. Tu reconnais tes propres réussites. Tu arrêtes d'attendre que d'autres voient pour savoir que tu as bien fait. Tu termines le projet et tu ressens de la fierté.
même si personne ne fait d'éloge. Tu fais un truc cool et tu le reconnais intérieurement, même si personne ne valide extérieurement. Et petit à petit, quelque chose change. Tu arrêtes d'avoir besoin de la validation externe parce que tu fournis ça intérieurement. Tu deviens ta propre source. Et quand tu deviens ta propre source, tu arrêtes de drainer les autres. Tu arrêtes d'avoir besoin qu'ils te valident constamment. Et là, paradoxalement, ils te valident plus. Parce que tu ne demandes plus. Tu es, simplement. Quatrièmement, tu choisis la qualité sur la quantité. Tu arrêtes d'essayer d'avoir beaucoup d'amis et tu te concentres sur en avoir peu de vrais. Tu arrêtes d'essayer de plaire à tout le monde et tu te concentres sur être authentique avec ceux qui comptent. Tu arrêtes de faire 1000 choses pour impressionner et tu te concentres sur faire peu de choses qui signifient vraiment quelque chose pour toi. Et voici ce qui change quand tu fais ça. Les gens commencent à te respecter plus, parce que le respect ne vient pas de l'effort. Le respect vient des limites. Quand tu n'es pas toujours disponible, ta disponibilité a de la valeur. Quand tu ne dis pas toujours oui, ton oui signifie quelque chose. Quand tu n'es pas toujours en train d'essayer de plaire, ta gentillesse est authentique. Les opportunités apparaissent. Parce que quand tu arrêtes de courir après le travail, tu as du temps et de l'énergie pour être excellent dans ce que tu fais. Et l'excellence attire l'opportunité. Tu arrêtes d'envoyer des CV à 100 postes et tu te concentres sur être incroyable dans la fonction que tu as. Et les recruteurs te cherchent. Tu arrêtes d'essayer de forcer le networking et tu te concentres sur créer de la valeur réelle. Et les bonnes personnes apparaissent. Les relations s'améliorent. Parce que tu attires des gens qui veulent de la réciprocité, pas des gens qui veulent être servis. Tu attires une partenaire qui initie, qui cherche, qui fait des efforts, parce qu'elle sent que tu ne vas pas faire le travail émotionnel pour les deux. Et ça crée de l'équilibre, ça crée un partenariat pour de vrai. La paix intérieure s'installe, parce que tu n'es plus dans une course infinie à prouver ta valeur. Tu peux te réveiller et simplement être. Tu peux avoir une journée sans produire et ne pas sentir de culpabilité. Tu peux rester seul et ne pas sentir le vide. Parce que ta valeur ne dépend plus de la validation externe. Tu es devenu la source. Laisse-moi te montrer ce que ça donne en pratique. Comment une journée normale se transforme quand tu arrêtes de courir après et commences à exister. Tu te réveilles. 7 heures du matin. La clarté entre par la fenêtre. Et la première chose, par instinct, ta main va vers le téléphone. Mais tu t'arrêtes. Tu te souviens. Tu ne fais plus ça. Tu ne vérifies pas le téléphone avant de vérifier avec toi-même. Tu avais l'habitude de te réveiller et la première chose était de voir qui t'avait envoyé un message pendant la nuit, qui t'avait validé pendant que tu dormais, combien de likes sur le post, combien de notifications, comme si ça déterminait si la journée serait bonne ou mauvaise. Maintenant tu te réveilles, tu t'assois sur le lit 1 minute, tu respires. Comment je vais? Comment je me sens? Pas comment les autres me voient, mais comment je suis vraiment. Tu te lèves, tu prends ton café, tu prends ta douche, tu te prépares. Le portable reste sur la table, en silencieux. Et tu sens cette démangeaison, cette anxiété de ne pas savoir. Mais tu respires, tu laisses passer, tu vas vivre ta journée. Le portable peut attendre, les messages peuvent attendre. Le monde ne va pas s'écrouler parce que tu as mis 2 heures à répondre. Tu vas travailler, tu arrives au bureau, tu allumes l'ordi et tu travailles. Tu livres ce que tu as promis, avec qualité, dans les délais. Tu te concentres sur ce qui compte. Tu ne restes pas distrait à essayer d'avoir l'air occupé. Tu ne fais pas d'heures sup pour impressionner. Tu ne restes pas tard à essayer de prouver que tu mérites d'être là. Tu fais le boulot, tu le fais bien. Et quand il est 17h30, tu éteins. Tu prends tes affaires et tu rentres chez toi. Et au début, tu te sens coupable, comme si tu volais. Comme si travailler juste ce qui est convenu, c'était travailler moins. Mais tu respires, tu te rappelles. Tu n'es pas ta productivité. Ta valeur ne vient pas du nombre d'heures que tu passes assis sur une chaise. Tu as convenu de 8 heures. Tu as donné 8 heures de travail de qualité. Ça suffit. Et tu sais ce qui se passe? 2 mois plus tard, ton chef t'appelle dans son bureau. Tu penses que tu vas te faire engueuler, qu'ils vont demander pourquoi tu ne restes pas plus tard comme avant. Mais il dit: je te veux à la tête du nouveau projet. Tu ne courais pas après. Tu ne faisais pas d'heures sup. Tu ne te tuais pas à prouver ta valeur. Mais ils t'ont trouvé quand même. Parce que la compétence communique toute seule. Tu n'as pas besoin de crier que tu es bon.
Tu as juste besoin d'être bon. Tu es avec des amis. Tu n'essaies pas d'être le mec le plus drôle. Tu n'essaies pas d'être le centre de l'attention. Tu es simplement présent. Tu contribues quand tu as quelque chose à dire. Tu te tais quand tu n'as rien. Et tu réalises que les conversations deviennent meilleures, plus profondes, parce que tu ne joues pas un rôle. Tu es simplement. Tu sors avec elle. Première fois après des mois à se connaître en ligne. Et tu n'as pas de script, pas de liste de questions pour impressionner. Tu es simplement là, curieux, présent. Et la conversation coule. Il y a des silences. Et tu ne remplis pas. Tu laisses le silence exister. Et elle respire à fond et dit « Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si facile de parler avec toi. » Et tu souris, parce que tu sais, ce n'était pas à propos de toi étant intéressant. C'était à propos de toi étant réel. Et voici ce que tes amis commencent à remarquer. Tu as changé. Il y a quelque chose de différent. Tu es plus calme, plus centré, moins anxieux. Et ils demandent « Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu as une copine? Tu as changé de boulot? Tu as commencé une thérapie? Tu prends quelque chose? » Et tu ne sais pas expliquer. Parce que ce n'est rien de tout ça. Ce n'est pas un événement externe. C'est un changement interne. Comment tu expliques que tu as arrêté de courir après et commencé à exister? Comment tu expliques que tu as guéri d'une blessure que tu ne savais même pas que tu avais? Comment tu expliques que ce qui a changé n'est pas ta vie, mais ta relation avec ta vie? Tu essaies. J'ai juste arrêté de me soucier autant de ce que les autres pensent. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que tu as arrêté de t'en soucier. Tu t'en soucies encore. Tu as juste arrêté d'en dépendre pour te sentir entier. Et il y a une différence. Une énorme différence. Tu le notes dans des petites choses. Tu postes un truc sur les réseaux sociaux et tu ne restes pas à vérifier les likes. Tu le lâches dans le monde et tu passes à autre chose. Si ça marche, ça a marché. Sinon, c'est pas grave. Ta valeur n'en dépend pas. Tu lui envoies un message et tu oublies. Tu ne restes pas à ruminer. Tu ne restes pas à créer des scénarios. Elle répondra quand elle répondra. Et si elle ne répond pas, tu as ta réponse. Tu es dans une conversation de groupe et quelqu'un n'est pas d'accord avec toi. Avant, tu défendrais ton point de vue jusqu'à la mort. Parce que ne pas être d'accord avec ton opinion semblait être ne pas être d'accord avec toi. Maintenant, tu écoutes, tu réfléchis. Et parfois tu dis « tu as raison ». Pas comme une défaite, comme une évolution. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir raison pour te sentir valeureux. Tu commets une erreur au travail. Avant, tu paniquerais. Tu essaierais de cacher. Tu réparerais tout seul, même si ça signifiait passer la nuit blanche. Maintenant, tu admets. J'ai merdé ici. J'ai besoin d'aide pour corriger. Et ton chef ne te vire pas. Il ne te rabaisse pas. Il dit « Ok, on va régler ça ». Parce que les humains font des erreurs. Et admettre une erreur avec confiance communique plus de compétences que feindre la perfection. Tu es à une soirée et tu ne connais personne. Avant, tu ferais semblant d'être occupé sur ton téléphone, ou tu forcerais la conversation avec n'importe qui, juste pour ne pas avoir l'air seul. Maintenant, tu restes simplement là, à observer, présent. Et quelqu'un s'approche. Engage la conversation, parce que le confort avec soi-même attire, le désespoir repousse. Comment tu expliques tout ça? Comment tu expliques que tu n'es pas devenu une autre personne? Tu as juste arrêté de faire semblant d'être qui tu n'es pas. Comment tu expliques que la plus grande transformation de ta vie a été de revenir à qui tu as toujours été avant d'apprendre que tu devais être plus? Mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Il y a des gens qui vont trouver que tu es devenu froid, distant, arrogant, parce qu'ils étaient habitués à ce que tu cours après, à ce que tu sois toujours disponible, à ce que tu fasses toujours des efforts. Et maintenant, tu ne le fais plus. Et ça dérange, parce que tu cesses d'être prévisible, tu cesses d'être contrôlable, et les gens qui se sont habitués à t'avoir pour acquis n'aiment pas quand tu deviens rare. Laisse-les parler, laisse-les penser ce qu'ils veulent. Tu n'es pas là pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni à eux, ni à moi, ni à toi-même. Tu es simplement là, à exister, entier, complet, et c'est tout. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu n'es plus l'homme qui court après, tu es l'homme qui a choisi d'arrêter. Tu as compris que courir après n'est pas de la force, c'est de la peur, que ne pas courir après n'est pas de la paresse, c'est de la plénitude. Tu as vu d'où venait le schéma, tu as vu son coût, et tu as décidé que tu ne paieras plus ce prix.
Envoie cette vidéo maintenant à ce pote qui, tu le sais, a besoin d'entendre ça. Tu sais qui c'est. Ce mec qui se tue à essayer de prouver, qui s'épuise à courir après des miettes, et il ne sait pas qu'il peut t'arrêter. Tu viens de le découvrir. Ne le laisse pas seul là-dedans. Les hommes qui ne courent après rien obtiennent tout parce qu'ils ont déjà tout, dedans. Et tu as passé ta vie entière à courir après ce qui attendait toujours que tu t'arrêtes et que tu regardes à l'intérieur. Et maintenant tu sais. Et savoir change tout. Abonne-toi à la chaîne maintenant si tu veux plus de contenu dont personne ne parle. Du contenu qui va au fond, qui n'a pas peur de déranger, qui n'est pas là pour valider tes croyances, mais pour te montrer des vérités qui vont changer ta façon de voir tout. Et commente, je choisis d'arrêter. Parce que si tu as regardé tout ça, tu n'es déjà plus la même personne qui a cliqué sur la vidéo. Tu as déjà changé. Maintenant, tu dois agir sur ce changement. Et le premier acte est de déclarer. Je choisis d'arrêter de courir après la validation. Je choisis de commencer à exister. Je choisis d'être suffisant sans prouver. Et quand tu choisis ça, quand tu incorpores vraiment ça, la vie entière change. Les bonnes personnes apparaissent, les opportunités arrivent, la paix s'installe. Pas parce que tu es devenu meilleur, mais parce que tu as arrêté de faire semblant que tu n'étais pas assez bien. Tu l'as toujours été. Tu avais juste besoin d'arrêter de courir pour réaliser que tu étais déjà arrivé.